Donc bonjour à tout le monde, merci à tous d'être venus aujourd'hui, merci aux partenaires, merci aux collègues qui sont là aujourd'hui avec nous, les copains syndicalistes, les élus. Merci vraiment pour cette mobilisation. Donc pourquoi on tenait à être là aujourd'hui? Pour rappeler que donc, la colère des agriculteurs forcément est légitime. Et cette colère ne peut pas se renforcer, mais il faut ne pas se tromper de cible par rapport à cette colère. Focaliser le discours en permanence sur la problématique des normes qui sont une réalité pour notre profession, les problématiques administratives également. Le problème, c'est de se focaliser là-dessus, ça empêche aussi quelque part le vrai débat, qui est le débat sur la rémunération des prix et de notre travail en fait. Petite anecdote, en mois de décembre, on avait une réunion à la Chambre d'agriculture des Landes qui présente chaque année le revenu de la ferme Landes. Et là, ce revenu, en décembre 2023, tout allait bien. Les prix étaient là, soi-disant, le revenu était là, avait progressé, etc. La seule intervention qui a été faite était celle de la Confédération paysanne et du MODEF en demandant « mais quels sont vos chiffres? D'où vous les sortez ?» Il y a une vraie problématique de revenus. Ce que vous nous présentez cache des disparités énormes dans la profession entre un éleveur bovin et un céréalier qui fait du maïs semence ou qui a une rémunération avec de la valeur ajoutée différente en fonction de ses cultures. Et en plus de ça, autour de la table, j'ai posé ouvertement la question telle qu'elle, mais là apparemment tout va bien autour de la table, pas de problème de rémunération. Mais non, mais parce que quand on regarde forcément autour de la table, qui c'est qui est présent, on a des agriculteurs qui ne sont pas forcément représentatifs, eux, de notre agriculture, qui ont des superficies, qui s'accaparent la valeur ajoutée et qui ont des contrats de production. Donc forcément, c'est compliqué pour eux de porter ce discours de rémunération. Et c'est là où moi je suis en colère aujourd'hui, c'est-à-dire que cette rémunération-là, dans le département des Landes, la rémunération des producteurs landais, elle peut être travaillée différemment. Si la volonté politique de la Chambre d'agriculture et des autres partenaires est de flécher différemment l'agriculture et de flécher différemment la rémunération, on peut le faire. On demande forcément cette refonte-là du système agricole. Cette refonte et cette répartition de la valeur ajoutée, elle remet tout en cause. Il faut repartir de la racine du problème sur le monde et le modèle économique. Et je veux insister aujourd'hui auprès des producteurs qui sont présents et ceux qui peuvent nous écouter, c'est que ce n'est pas que des paroles en l'air. Je dis qu'on peut réellement changer la politique de rémunération du producteur. On peut le faire au sein de nos coopératives si on prend les bonnes décisions. On peut le faire entre producteurs si on permet de revaloriser par exemple le lait. Il n'y a plus de producteurs laitiers dans le département. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rémunération. La dernière cause, la problématique dans le département, c'est qu'il n'y a même plus de collecte du lait. Danone est parti, on a laissé partir la collecte. Il a fallu reconstruire une collecte de lait dans le département. Il n'y a plus qu'entre 50 et 70 producteurs professionnels laitiers. C'est une catastrophe quand on connaît l'importance de l'élevage dans la biodiversité et dans la durabilité d'un système agricole. Et ça, où est la Chambre d'agriculture pour porter une problématique comme l'élevage laitier dans le département? Elle est complètement absente, elle s'est détachée de la problématique agricole, elle est infoutue, pardon de parler comme ça, de penser le développement agricole de demain, elle campe sur ses positions et c'est nous les agriculteurs qui flanchons et qui avons nos exploitations qui vont dans le mur avec ce modèle-là. Et ensuite, attention, ce que je voulais rappeler, c'est attention au double discours, parce qu'il est quand même bien facile de tomber dans la caricature, sauf qu'en fait, on a un syndicat majoritaire qui gouverne en France depuis 30 ans. Donc ça, il ne faudrait quand même pas l'oublier quelque part. Donc moi, je veux bien aller manifester, mais il y a un fond, il y a quand même une problématique sur le fond justement du problème. Et cette cogestion, par exemple, juste un exemple landais qu'on peut citer et qui est vraiment caricatural. Donc là, on nous parle de problématiques de libre-échange, de distorsion de concurrence qui sont réelles et que nous dénonçons depuis le début. Mais par exemple, qui c'est qui a dénoncé à l'époque l'arrivée de canards
bulgares et de canards hongrois dans le département des Landes. Qui c'est qui les a fait venir? C'est une coopérative, c'est un groupe privé. Qui était président de cette coopérative? C'est le même que le président de la Chambre d'agriculture des Landes. Donc on peut venir aujourd'hui me parler de distorsion de concurrence quand sur notre département, en fait, ils ont fait ce choix-là de distorsion de concurrence. Et c'est nous les agriculteurs qui avons pâti de ça. On en a pâti parce qu'à la fois, on nous a sorti les moyens de production et en plus de ça, on a tiré les prix vers le bas. La rémunération sur un canard a été divisée dans le département des Landes. On a industrialisé la filière et aujourd'hui, résultat des courses, avec 5 années de grippe aviaire, on a déjà les stocks qui sont au plus haut et on n'a toujours pas eu de meilleure rémunération, nous les producteurs, sur le magret et sur le canard vendu. Et donc là, on voit aussi que sur cette volonté de tenir une filière, il y a une problématique dans le discours, il y a une problématique sur le fond du modèle agricole et ça ne peut plus durer. Et c'est là où moi j'essaye d'attirer l'attention auprès des collègues, auprès des agriculteurs qui sont sur les ronds-points et qui manifestent aujourd'hui. Attention, ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de cible et nous pouvons, si nous nous mobilisons différemment, arriver à faire tomber ces mécanismes à la fois localement, mais à la fois ensuite, essaimer au niveau national. Et c'est là la logique libéraliste qui est problématique. Et en plus de ça, cette logique libéraliste, quand on la pense beaucoup plus globalement, on a une problématique de fond parce que la plupart de l'agro-industrie aujourd'hui en France fait des bénéfices. Lactalis, quand est-ce qu'il nous montre ces chiffres en fait? Quand est-ce qu'il rémunère le producteur de lait correctement? C'est là où on a une problématique, c'est là où il faut aller manifester. Quand est-ce qu'on va voir Bigard et qu'on lui demande quand est-ce qu'il rémunère davantage la viande bovine en France? Quand est-ce qu'il arrête d'importer? Parce qu'il y a des doubles discours également aussi. Qui c'est qui va chercher de la viande à l'étranger? Bigard fait rentrer de la viande de l'étranger également. Donc à un moment donné, à un mois du salon de l'agriculture, là, les agriculteurs qui ne sont pas contents, ils vont se retrouver, les éleveurs, dans le même stand que Bigard et que McDo. C'est pas là où il y a un problème, avec Lactalis à côté. Et eux, ils auront fait des bénéfices et eux, ils auront rémunéré les dividendes et ils n'auront pas rémunéré le producteur. C'est là où il y a une problématique de fond dans le discours. C'est là où on doit agir, nous producteurs, en se réappropriant ce prix et cette valeur ajoutée. On arrête d'endosser, de se faire du sucre sur notre dos, alors qu'on peut nous rémunérer justement. Et c'est de que quelques centimes en plus. On arrête ce foutage de gueule parce que c'est quelques centimes sur le lait, c'est quelques centimes, dizaines de centimes sur la viande, etc., etc. Exactement de la même manière sur les protéagineux, sur l'huile de tournesol, sur le tournesol, sur le colza et sur le maïs. C'est exactement les mêmes logiques qui sont mises en place. D'autant plus que ces firmes-là, ces mastodontes-là de l'agro-industrie qui font des dividendes, je ne vous raconte même pas les conditions de travail des salariés et des scandales sanitaires qui sont attenants à cette logique productiviste. Et ça, aujourd'hui, le monde agricole, il faut le décrier aussi. On ne peut pas vouloir une société de demain qui continue avec une agroalimentaire qui écarte tout. Et c'est sur ça que les contrôles ils doivent avoir lieu. Ce n'est pas sur nos petites et moyennes exploitations que les contrôles doivent avoir lieu. C'est sur ces industries. Le scandale de Buitoni il y a quelques années maintenant, c'est parce qu'il y a des problèmes sanitaires dans les usines, parce qu'à un moment donné, il y a une règle du jeu qui n'a pas été respectée non plus. Donc nous, sur nos petites fermes, on nous demande d'être exemplaires, alors qu'en fait, il y a de vraies problématiques partout sur la filière. Et sur ce changement de modèle profond et sur le fond aussi, quand on parle de l'agro-industrie, il y a aussi les distributeurs. Et il y a aussi une marge qui est faite. Et si simplement on appliquait réellement une loi Egalim forte, et si on demandait, et c'est ce qui manque, et le ministre n'a pas du tout répondu sur ce point-là pour moi, et pour nous, le syndicat MODEF et la Confédération Paysanne aussi, et les autres mouvements, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur les prix et sur les marges qui sont faites sur notre dos. Si on avait une loi qui demandait et qui imposait à toute cette chaîne de l'agroalimentaire de mettre en place leur marge, une visibilité sur leur marge, on pourrait venir en disant attendez, non mais là vous faites 40% de marge, c'est pas de l'inflation, c'est de la spéculation que vous faites. Donc vous venez, on baisse les marges, on rémunère le producteur et c'est pas le consommateur au final qui paye. Il y a une redistribution de la valeur ajoutée et c'est pas d'inflation qu'il y a derrière, c'est un juste prix sur toute la chaîne alimentaire. Donc vous voyez bien que de repenser ce modèle-là, forcément, c'est compliqué et c'est tout remettre à plat.
c'est remettre à plat, comme je le disais tout à l'heure, en partant de la racine jusqu'en haut, en partant des chambres d'agriculture, de la cogestion dans les coopératives, c'est repenser le modèle agroalimentaire dans son ensemble jusqu'à la distribution. Et c'est ça qui est compliqué. Mais si on ne passe pas par là, ce n'est que des mesurettes qu'on nous envoie. Ce n'est que de la poudre de perlimpinpin, comme on dit, en disant aux agriculteurs « oh mais ça ira mieux demain ». Mais qui a parlé de prix jusqu'à présent? Personne. Tant qu'on ne viendra pas à porter des prix rémunérateurs avec une vraie loi, avec nous, le modèle, on est caricaturé par notre discours sur les quotas. Les rabacholes sur les quotas. Mais les quotas, ils permettent de quoi? Ils permettent d'avoir une visibilité sur notre production. Ils permettent de savoir si, en 2 ou 3 ans, combien de poulets on va avoir dans notre bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les bâtiments de poulets, ils sont vides. Il n'y a plus de production de poulets parce qu'il n'y a plus les parts de marché. Mais qui c'est qui est coincé? C'est l'agriculteur qui a investi. Elle est où la COP? Il est où le groupe privé pour venir payer l'investissement de l'agriculteur? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce qu'on est infoutu de donner une règle du jeu qui permette de réguler et de mettre des quotas en disant on ne va pas avoir de surproduction, on va répartir la production. Vous allez avoir tout un peu et mieux payer. C'est compliqué d'arriver à mettre en place ça. Qui c'est qui porte ce discours-là aujourd'hui de répartition de la valeur ajoutée? Personne. J'ai pris l'exemple du poulet, mais je prends aussi l'exemple des productions végétales dans le département. Il s'est fait du maïs semence à tout va. Il s'est fait des contrats de production d'haricots verts, petits pois, maïs doux à tout va. Aujourd'hui, il va y avoir une baisse de 30 ou 50% des pertes de contrats. Mais on a investi, nous. Qui c'est qui va nous payer les investissements? Pourquoi on a autant produit? C'est ça la question. Bonduelle, pourquoi il a mis en place tous ces contrats de production? On ne va pas manger plus de petits pois, on ne va pas manger plus de boîtes de maïs à un moment donné. On est parti dans une surproduction illogique et c'est nous qui en pâtissons les producteurs derrière. C'est ça qui n'est pas normal. Il faut avoir une règle du jeu qui régule et qui partage la valeur ajoutée. Parce que quand je parle de contrat de production, il faut d'ailleurs derrière avoir une sécurisation de ce contrat de production. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir du matériel, il faut bientôt avoir la cartographie sur nos champs pour pouvoir avoir les contrats de production. Mais tout ça, ça demande de l'investissement. Et derrière, il n'y a pas de partage de valeur ajoutée. Ceux qui ont l'eau, ils ont les contrats. Et ceux qui n'ont pas l'eau, ils font quoi? Elle est où la Chambre d'agriculture là pour penser à ceux qui n'ont pas l'eau? Ceux qui ont subi la canicule de plein fouet l'année dernière. On crée quoi comme développement du territoire? On crée quoi comme dynamique dans un secteur comme la Chalosse où il n'y a pas d'eau, où il y a des levages, bovins? On trouve quoi comme idée nouvelle ou comme circuit de commercialisation qui sera rémunérateur? Vous voyez que la question agricole, elle est complexe, elle est globale forcément dans son ensemble et dans son entité. Et c'est là où il faut repenser le modèle. Et c'est là où aujourd'hui la colère, moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu salvatrice de notre modèle. Et qu'on arrive justement à rassembler pour refondre ce modèle. Je crois que c'est possible, autrement on ne serait pas là aujourd'hui, autrement je ne serais pas présidente d'un syndicat qui essaye de porter des valeurs un peu, pas forcément utopistes, mais qui croient en l'avenir. Et c'est ce que je dis aussi à la Chambre d'agriculture, c'est elle est où l'agriculture de demain? Qui c'est qui la porte? Qui c'est qui nous montre des exemples un peu positifs des choses? Qui c'est qui nous aide concrètement dans la transition? Parce que ça aussi, la transition agricole, tout le monde demande aux agriculteurs d'avoir une transition agricole. Très bien. Individuellement, je pense qu'on est tous prêts. Il faut nous aider. Sauf que quand vous avez un syndicat majoritaire qui font toutes ces enveloppes-là, qui récupèrent ces enveloppes et qui ne les flèchent pas vers une transition agricole correcte, qui c'est qui a fait disparaître le vrai levier des MAEC? Les MAEC, elles pouvaient vraiment nous aider sur nos exploitations, avec des aides directes, à améliorer nos parcours, à mettre en place de l'agroforesterie, à changer nos pratiques culturelles quand on est dans des zones de captage d'eau qui sont un peu trop polluées, à nous aider à hauteur de 300, 450 € l'hectare. Donc vous, peut-être, les citoyens qui êtes là, ça ne vous parle pas, mais quand on commence à vous donner 450 € l'hectare pour changer un petit peu vos pratiques, bon, mais vous y réfléchissez à 2 fois, à essayer de mettre en place un changement. Ces MAEC, les enveloppes, elles ont été vidées. C'est pas normal. Comment vous demandez à la profession agricole de changer si derrière vous ne nous aidez pas? Mais là, qui c'est qui a bloqué tout ça? C'est quand même la FNSEA qui a dilué les enveloppes. Donc moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien essayer de penser un modèle, sauf qu'il faut être cohérent jusqu'au bout.
et la cohérence dans son ensemble du système, à la fois sur nos exploitations, parce que nous, on tend vers un autre modèle, mais à la fois dans le discours qui est porté et dans ce double discours. Ne pas nous laisser enfermer vers une vision d'un modèle agricole qui, on le sait, est à bout de souffle. Il est à bout de souffle. Là, on est dans une crise. Je vous parle d'agro-industrie, je vous parle de changement de pratiques culturelles, mais il y a aussi un accaparement du foncier, il y a aussi d'autres problématiques sur les retraites agricoles, il y a aussi une volonté encore toujours présente d'avoir un productivisme qui ne nous mène à rien, on le sait. Et cette volonté-là doit changer et on doit essayer de trouver des leviers concrets réellement sur nos exploitations, mais réellement aussi sur une vision de fond du modèle agricole. En tout cas, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. J'espère que ce débat avec les citoyens du marché, avec les producteurs qui étaient présents, et aussi avec la volonté de porter une agriculture différente, vous permettra de repartir un peu chargé positivement en disant que c'est encore possible de croire dans une agriculture qui est familiale, qui est peut-être paysanne sur nos exploitations. Jusqu'à présent, on a quand même toujours réussi à trouver de la valeur ajoutée. On n'a pas fait le même choix que certains. On est encore là. Peut-être ça embête certains. Ça, je suis sûre que ça les embête. Samedi dernier, j'en ai vraiment embêté un. On titille, nous, le MODEF, sur certaines actions, sur certaines pensées. Mais je crois que c'est important d'avoir cette opposition-là. Et l'opposition d'aujourd'hui, avec les 15 mesures qu'on a présentées, elle n'est pas que dans l'opposition, justement. Elle est là aussi pour proposer. Et ces propositions, elles sont concrètes. Elles peuvent être mises en place dans le département des Landes rapidement si on se bouge un petit peu, si on a une cohérence dans nos propos et si on a la volonté de croire dans une agriculture de demain qui est possible en préservant une durabilité économique, en préservant une durabilité sociale, soit nous les agriculteurs, et peut-être plus avec une volonté et une durabilité environnementale. Et ces trois piliers, le MODEF en tout cas les porte, et il croit encore à ce que cette agriculture soit possible demain. Je vous remercie.